Pierre Ivora, économiste de renom, nous a reçus chez lui hier pour présenter un livre auquel il apporte une contribution pour le peuple contre le Front National. La première remarque que je fais, c'est que quand on examine la vie politique et sociale en France depuis 2-3 ans, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a des luttes sociales, le Front National est perdu. Il sait pas. Alors, il est quand même toujours du même côté. C'est-à-dire que quand il y a eu les grèves et les mouvements contre la réforme des retraites, quand il y a eu la grève des cheminots, quand il y a toute une série de mouvements de ce type, le Front National prend position contre l'intervention des salariés. Alors il dit oui, les salariés ont des raisons de mécontentement, mais à chaque fois il laisse entendre qu'il y aurait d'autres solutions pour se faire entendre par le patronat que d'utiliser le droit constitutionnel de grève ou de manifestation. En fin de compte, le Front National ne perd pas ce qui a été sa caractéristique de départ, qui a été de soutenir autant que possible le capitalisme et le patronat. Et à chaque fois qu'il y a des luttes sociales, le Front National se positionne de cette façon. Alors le deuxième point, c'est que le Front National a évolué, mais sur des questions décisives, comme les droits des salariés, droits d'intervention dans les gestions d'entreprise, les pouvoirs des salariés. Par exemple, lorsqu'il y a un plan social, est-ce que les salariés devraient avoir le droit de soumettre des plans alternatifs? Dans toutes ces dimensions, quand il s'agit de permettre aux populations et aux salariés d'intervenir pour modifier améliorer leurs conditions de vie, le Front National, lui, se positionne contre et a une attitude de repoussoir vis-à-vis des demandes des salariés et des populations. C'est caractéristique. À chaque fois qu'il y a un mouvement populaire, le Front National ne se trompe pas d'amis et d'ennemis. Il se positionne du côté des forces de l'ordre établi et contre les mouvements populaires. Hélène Gouin a lu pour nous La Terre qui penche de Carole Martinez, un drôle de titre pour parler de l'enfance et de la perte de la mère. La Terre qui penche de Carole Martinez est un roman envoûtant qui parle au lecteur à deux voix. La première est celle de la vieille âme de Blanche qui est décédée en 1361 et a étrangement acquis, au-delà de la mort, une perception de plus en plus vive de ce qu'est la vie. La seconde est celle de la petite fille qui grandit au milieu des bâtardes de son père et que ce dernier conduit un jour, au péril de sa vie, sur la terre qui penche, au domaine d'Hautefeuille en Franche-Comté, où vibre encore la présence de sa mère morte. Ce duo s'anime dans un univers médiéval, mais aussi onirique, où s'exprime l'étonnante Dame verte, dont la sensualité enivre tous les hommes, mais aussi la chanson de la pauvre femme qui nourrit de nombreuses filles, qui l'une après l'autre moururent de la pestilence ou par accident. L'univers de la terre qui penche est rempli d'angoisse, d'abandon et de violence virile, mais partout y émergent des voix de femmes, représentation de la mère morte de Blanche à qui elle manque tant. La phrase de Carole Martinez se déploie, puis se concentre en une ligne, tel le vers d'un poème, puis chante une ritournelle obsédante avant de se ramasser de nouveau dans une grande concision. Tout est dit de l'avenir de Blanche.
décédé à 12 ans après qu'on l'ait promise à un jeune écervelé, Aimon, personnage gracieux et léger qu'elle aimera pourtant. Le lecteur écoute toutes les voix du domaine des murmures. C'était le titre du roman précédent de Carole Martinez qui a obtenu avec lui le Goncourt des lycéens 2011. Mais aussi celle de La Terre qui penche, sous le poids d'une menace ontologique, celle de sa propre fin, dont seul le rêve peut lui donner le sentiment d'en ralentir le cours. Carole Martinez était comédienne avant de devenir professeure de français, puis de se plonger dans l'écriture. Elle puise son inspiration dans les légendes espagnoles qui ont bercé son enfance. Enfin, nous retrouvons Jean Vaquet qui nous parle du retour de Snoopy et de son inépuisable goût pour la BD américaine pleine de fureur et de violence. Et donc Snoopy et les Peanuts, tout le monde connaît, hein, ça a été un succès mondial depuis plusieurs décennies. En fait, c'était un petit peu passé de mode. Ceux qui se souviennent encore, dans les années 80, il y avait même des boutiques Snoopy et Peanuts en Angleterre, etc. C'était un phénomène extraordinaire. Aujourd'hui, donc, les éditions Delcourt ressortent l'intégrale donc de Snoopy et les Peanuts, une très jolie édition. Ce n'est pas dû au hasard, étant donné qu'un film arrive sur les écrans dans quelques semaines. C'est la même maison de production que L'Âge de glace, par exemple, donc ils ont mis de gros moyens. Et le but donc, de cette maison de production, c'est, par le biais du film, de réactiver, de rajeunir cette licence et de la faire aimer par les nouvelles générations. Donc là aussi, c'est du neuf avec du vieux et de la nostalgie. Au registre des nouveautés que j'ai sélectionnées, alors on va me taxer d'américanisme absolu, et ce n'est pas faux. 3 nouveautés qui sont très intéressantes. Donc il y a une série que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Saga, donc qui est une série, donc là c'est le 5e tome, ça sort chez Urban Comics, qui est un excellent éditeur. C'est une série qui est fantastique, qui connaît un succès assez extraordinaire aux États-Unis. Scénario de Brian Vaughan, qui est un scénariste vraiment extrêmement talentueux, et dessin de Fiona Staples, une dessinatrice bourrée de talent. C'est une série de science fantasy, c'est plus de l'heroic fantasy ou de la science-fiction, c'est un peu les deux, à ne pas mettre en toutes les mains. C'est plein de violence, de sexe, de choses assez étonnantes, assez dérangeantes. Une série d'une grande originalité qui est vraiment un énorme coup de cœur. Donc bravez peut-être vos hésitations et foncez sur Saga. 2 autres titres également made in USA, toujours chez le même éditeur, Trees, là qui est une nouvelle série, le tome 1 vient de sortir, scénario de Warren Ellis, qui est un scénariste qui depuis 20 ans bouleverse la BD américaine avec des séries très étonnantes, très provocatrices, et dessiné par Jason Howard, un jeune dessinateur qui a un dessin assez étonnant et qu'on n'imagine pas a priori dans le registre américain, un dessin extrêmement nerveux, inspiré aussi par l'animation. Donc Trees, une série de science-fiction, une espèce de monde très bizarre, c'est notre monde dans quelques dizaines d'années, des espèces de colonnes d'arbres se sont plantées, venues d'outre espace certainement, se sont plantés à plein d'endroits du globe, on ne sait pas pourquoi, rien ne s'est jamais passé depuis cet atterrissage, si on peut dire, sauf que ça a bouleversé complètement l'ordre mondial, mais on ne connaît pas du tout à ce stade les intentions de ces extraterrestres. Série très énigmatique et très politique et tout à fait intéressante. Pour finir, mon chouchou, Wes Craig et Rick Remender, Deadly Class. Alors ça, c'est vraiment fantastique, c'est une série absolument géniale qui se passe dans les années 90. À l'époque, enfin même en 1987, et on suit les traces d'un adolescent, donc de cette époque pré-grunge, etc., très tourmenté, et en fait, lui est fils d'immigrés, SDF, et il se dit que les causes de la mort de ses parents, de tout son malheur, du fait qu'il soit retrouvé dans la rue, c'est la faute de Ronald Reagan, et il décide de tout faire pour l'éliminer. Et l'aspect fantastique de cette série, c'est qu'il rejoint la Deadly Class, une espèce d'université qui réunit des adolescents, et dont le but de cette université, c'est de sortir les meilleurs criminels où le meurtre est un art. C'est une série très étonnante, très violente, mais également pleine de poésie. J'ai trouvé ça vraiment, c'est un gros coup de cœur.